Pour ce faire, eh bien, j'ai donc pour cette table ronde deux partenaires. Alors je dis deux partenaires parce qu'en fait ils sont deux. Donc Cyril Abonnet et Fabien Lopresti, donc de la chaire Risette. Mais ils représentent un partenaire. Et puis Stéphanie Nico qui en fait est directrice artistique donc des Imaginales, fondatrice aussi donc des Imaginales. Et on va commencer justement par un dialogue avec Stéphanie, puis un dialogue ensuite avec la chaire Risette. Vous allez nous expliquer, je vais vous présenter bien évidemment. Donc en fait, Stéphanie est partenaire, les Imaginales sont partenaires de notre festival Hypermonde. D'abord parce qu'on se connaît bien depuis longtemps. Stéphanie est devenue une véritable professionnelle, on va dire, de l'événement culturel, parce que ça fait des années, 20 ans, Stéphanie ? 19 ans, oui. 19 ans qu'elle s'occupe donc des Imaginales. C'est aussi quelqu'un qui a dirigé donc la revue Galaxy, qui est une des deux grandes revues évidemment de la science-fiction donc, en France. C'est aussi une anthologiste. C'est aussi une directrice de collection chez Scrinéo, Stéphanie, c'est ça, donc avec notamment la recherche de nouveaux talents d'écrivains et d'écrivaines, de jeunes auteurs et autrices, hein, tu nous en parleras peut-être. Et puis nous avons en fait décidé de créer ce partenariat entre les Imaginales et pour lequel d'ailleurs je travaille, hein, je serai modératrice donc très modestement on va dire donc aux Imaginales, et je le suis depuis 2015. Et on a décidé en fait de s'allier pour peut-être vous proposer l'année prochaine donc des prestations que nous allons partager en fait avec les Imaginales. On vous parlera donc évidemment de ça tout de suite après. Alors ensuite, mes deux représentants donc de la chaire Risette. Alors la chaire Risette en fait c'est donc une chaire de recherche. Et donc évidemment vous nous expliquerez ce que c'est qu'une chaire de recherche, qui est hébergée en fait à la Fondation Bordeaux Université, mais qui a été initiée dans l'autre université, qui est l'université Bordeaux-Montaigne. Et donc la chaire Risette en fait a cette particularité d'être soutenue par Enedis. Voilà, et donc vous nous expliquerez pourquoi, puisqu'en fait la chaire Risette travaille essentiellement sur l'imaginaire donc du réseau. Et donc j'ai pour ce faire et pour travailler avec nous Cyril Abonnet, qui est ingénieur-chercheur et coordinateur donc, de la chaire Risette, et qui travaille avec le professeur donc, Christophe Gounod. Et Flavien Lopresti, qui est chercheur associé donc, de la chaire Risette, et qui vient de terminer un master en histoire à l'université Bordeaux-Montaigne. Et son travail a porté sur l'histoire des prothèses myoélectriques, d'accord, et qui comprend notamment une confrontation entre médias et imaginaire collectif. Donc Flavien vous en parlerait un petit peu plus, parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui connaît très très bien aussi la science-fiction. Voilà, et je voulais aussi remercier ici publiquement la chaire Risette, parce que l'année dernière avec Enedis, ils nous ont offert la participation au Bordeaux Geek Festival, qui était entièrement virtuel, et donc ils nous ont offert une place, une salle, donc c'était la salle Hypermonde, pour que nous puissions un petit peu exister donc en cette année de pandémie. Donc merci encore de ce soutien. Voilà. Alors Stéphanie, on va commencer par les Imaginales, et il faudrait que ce serait bien peut-être que tu nous expliques un petit peu un festival qui se crée comme le nôtre. Eh bien, comment ça se crée à Épinal ? C'est un pari un peu fou, toujours, de créer un événement. C'est un pari sur la durée. Il faut avoir une idée, il faut avoir un lieu, et il faut avoir un esprit. Un esprit, pas nous individuellement bien sûr, mais qui est l'esprit du festival. C'est un peu tout ça, c'est une sorte d'alchimie. Voilà, et puis il faut quelques compétences, ça aide aussi des uns et des autres. Voilà, rassembler des équipes. C'est donc ce qu'on a fait à Épinal. Pour le dire vite, c'est la ville d'Épinal qui souhaitait depuis un moment organiser un festival. Les villes aiment bien en général organiser des festivals, c'est aussi une image, c'est aussi... mais avait donné en gros aux responsables culturels de la ville une mission qui était quand même un peu floue, qui était un festival grand public et de qualité. Et c'est tout. Donc à partir de là, le responsable à l'époque culturelle de la ville a regardé autour de lui
Il y avait déjà à Nancy un festival à 60 km, un festival littéraire, Goncourt et compagnie, donc un peu institutionnel, classique, on va faire la même chose. Il y a beaucoup de festivals littéraires en France. Comment faire quelque chose d'original, de porteur, etc. Et à ce moment-là, il y avait à Nancy un petit festival, mais qui n'était pas soutenu par la ville, que j'avais lancé. Puis au bout de 4 ans, on a décidé de l'arrêter parce qu'on voyait bien qu'on ne pouvait pas déboucher. On avait les plus grands auteurs américains, britanniques, mais on ne pouvait pas déboucher sur quelque chose de grand public. Et c'est ça qui nous intéressait. Et donc, je m'apprêtais à prendre mon bâton de pèlerin pour aller visiter un certain nombre de villes moyennes et grandes, de la région d'abord. Et puis, c'est trouvé que ce responsable culturel était venu discrètement voir un peu ce qu'on faisait, n'avait rien dit, s'était pas présenté, et avait dit, mais tant que ça marche, on ne peut pas faire la même chose, s'il se développe et tout, on va attendre. Et puis, en fin de compte, quand j'ai annoncé que j'arrêtais, parce que le lieu n'était pas propice, la ville n'était pas décidée à être engagée, c'est ça, hein, les critères, j'ai dit au début, vous voyez, c'est pour redonner l'exemple aussi de ce qui ne marche pas. Oui. Un complot. C'est un bon thème aussi pour la science-fiction du complot. Donc voilà, et trouver un univers, et à ce moment-là, on est venu chercher. Là, c'est vraiment la chance, on n'a même pas besoin de commencer à démarcher. On vous dit, la ville voudrait ça, elle a vu ce que vous faites, elle aimerait bien, est-ce que vous voulez passer une journée dans la ville d'Épinal et puis regarder les lieux que j'envisage, j'en ai 2, 3, les premières idées, est-ce que vous voudriez éventuellement faire un festival de science-fiction? Et à ce moment-là, j'ai regardé la ville, j'ai regardé les lieux, on a en effet vu 3 lieux, mais un qui était vraiment celui qui est devenu au bord de l'eau, pas loin du centre-ville, mais néanmoins dans un grand parc ombragé, c'est devenu le lieu des Imaginales, pas cette année pour les problèmes de Covid, on est obligé d'être ailleurs, mais à l'automne et non pas au mois de mai, on avait vraiment le lieu. On savait qu'on pouvait s'étendre. Donne peut-être la date, Stéphanie, cette année. Cette année, c'est du 14 au 17 octobre. D'habitude, c'est entre le 15 et le 30, ça peut varier. L'année prochaine, je peux déjà vous le dire, ça sera du 19 au 22 mai. Voilà, c'est plutôt en mai, ça sera la seule fois. On l'avait fait un peu l'an dernier aussi en petit format. Donc, pour finir rapidement, à partir de ce moment-là, c'était 2001, quand ils sont venus me chercher. J'ai dit, c'est bien la science-fiction, la preuve, je m'en occupe de longue date. Voilà, comme l'a expliqué Natacha, j'ai animé une revue spécialisée. Mais c'était l'époque où il y avait eu l'adaptation cinéma de Tolkien. C'était l'époque où les Harry Potter étaient en plein essor. Hein. Ça avait commencé en 97, on était en 2001. Donc voilà, c'était au début encore de la série, mais c'était quelque chose qui prenait une ampleur incroyable. Il y avait déjà des auteurs de fantasy. On sentait l'arrivée massive de la fantasy dans le pays, dans l'opinion, dans le lectorat. Et à ce moment-là, ce que j'ai dit, c'est on a un grand festival à l'ouest qui est un festival de science-fiction. Il n'y a rien d'autre en France sinon des petites choses pour le moment. Il faut créer un festival des mondes imaginaires, fantastique, fantasy, science-fiction. Et comme ailleurs, il y a des dominantes SF, faisons-nous une dominante fantasy. Et c'est comme ça qu'on a créé les Imaginales avec l'idée d'un café littéraire. J'avais travaillé en 2000 pour Michel Lebris à Étonnant Voyageur. Je l'avais conseillé à sa demande sur la partie programmation science-fiction, puisque pour l'an 2000, il avait eu l'originalité et le courage pour un grand festival généraliste, même si c'est autour du voyage et puis des littératures un peu modernes, hein, qu'avait fait Lebris sur son festival de Saint-Malo. Mais voilà, et j'ai vu comment il faisait fonctionner son café littéraire, je trouvais ça remarquable. On ne fait jamais rien à partir de rien. On travaille à partir de ce que les autres ont fait, on met nos pas dans leurs pas, et puis parfois on a quelques petites idées qui donnent une dynamique, etc. Voilà un petit peu comment ça s'est fait. Et la première année, j'en finis là, c'est pour rassurer Natacha et tous ses partenaires. La première année, on a fait 800 entrées. 19 ans après, enfin 18 ans après, parce que la dernière édition grand public était en 2019, avec le problème de Covid, on a fait 45 000. Voilà. Donc, un grand festival, c'est possible, s'il est populaire, s'il est de qualité, s'il y a une programme, s'il y a une ville, s'il y a des partenaires, c'est aussi un enjeu important. S'il y a des gens de talent, s'il y a des partenariats, si l'intérêt du public, il y a plein de critères, mais c'est possible. Simplement, il faut le savoir, il faut du temps. On ne réussit pas en 2 ans, 3 ans, de faire un grand festival. Ça se construit sur 5 ans, le maire de l'époque m'avait dit, Stéphanie, en 5 ans, il faut qu'on voit bien ce que vous voulez faire, en 10 ans, il faut que ça soit bien installé, et puis après, il faut une vraie réussite. Bon, ça va, j'avais du temps. Voilà. Oui, merci Stéphanie. Et puis j'en profite aussi pour te remercier un peu personnellement, parce que Stéphanie, l'année dernière, on a passé beaucoup de temps au téléphone, m'a expliqué, donné des conseils, parce qu'en fait, quand on se lance dans une telle entreprise, bon, il faut un grain de folie, il faut aussi du temps,
Il faut donc créer un réseau, des partenaires, etc. Avoir des amitiés. Et Stéphanie fait partie, je pense, de ces amitiés. Et je dois dire que c'est grâce à ses conseils que beaucoup de choses se sont passées. Donc voilà, je la remercie publiquement pour ça. Alors dans nos partenaires, et c'est justement le but de cette table ronde, entre culture et recherche, eh bien, il y a 2 ans, j'ai été contactée par la chaire RISET, alors en tant que chercheur en science-fiction, et puis il se trouve que j'ai rencontré une équipe absolument formidable à la chaire RISET, et donc je voudrais que Cyril, et puis après Flavien, vous expliquiez un petit peu d'abord, c'est quoi une chaire de recherche, et puis qu'est-ce que c'est que cette chaire RISET, et pourquoi vous étiez justement intéressé par la science-fiction et par le partenariat avec le festival. Alors, merci pour cette invitation. En fait, la chaire RISET, donc c'est un acronyme, évidemment, on a joué sur le mot RISET pour repenser et relancer une approche un nouveau frais, comme on dit dans la chaire. Donc c'est un acronyme pour Réseau électrique et sociétés en transition, au pluriel, avec comme dominante d'études de recherche-action les solidarités territoriales, les comportements et les systèmes dits intelligents. Parce qu'on met beaucoup d'intelligence, soi-disant, dans les machines, dans les réseaux, les smart grids, smart étant un joli mot valise. Et ça nous intéressait, donc au niveau du mécénat d'Enedis, que moi j'ai pas précisé, mais effectivement je travaillais sur l'aspect innovation et collaboration pour le compte de la direction régionale d'Enedis à Bordeaux, sur le nord de l'Aquitaine. Et donc Enedis mécène de cette chaire qu'on a imaginée pour être à la fois sur des choses très concrètes, de nouveaux usages de l'électricité, la mobilité, le développement des énergies renouvelables, l'implication sur les réseaux que ça avait, parce qu'on sait que c'est de l'énergie décentralisée, donc le modèle dominant du XXe siècle, on avait des moyens de production de plus en plus gros, qui soient thermiques, hydrauliques, nucléaires, amener le développement des réseaux, et on voit bien qu'aujourd'hui c'est un nouveau challenge technique qui se présente avec de l'implantation de production solaire ou petit éolien tout le long du réseau. Donc c'est plus seulement un réseau de distribution, c'est aussi un réseau de collecte et de distribution. Mais ce qui nous a intéressé avec l'épaisseur historique et la compétence du professeur Christophe Bounot, qui est un spécialiste d'histoire des réseaux électriques et ferrés et du tourisme, puisqu'il a fait sa thèse d'état sur l'électrification du Grand Sud-Ouest. L'électrification a eu lieu avec globalement les gens riches et parisiens, pour faire simple, qui voulaient venir profiter et d'Arcachon et des Pyrénées. Et donc tout le confort qu'il pouvait y avoir dans les zones urbaines, il fallait le retrouver petit à petit dans le Sud-Ouest, que ce soit dans les Pyrénées ou sur le littoral. Donc c'est déplacement en réseau ferré et électrification des moyens de déplacement que sont le train, et ensuite des habitations, voilà, développement des usages. Et ça nous a intéressés, puisqu'il est depuis le début impliqué dans le comité d'histoire de l'énergie et de l'électricité, soutenu par la Fondation EDF. Et donc il y a en fait des représentations des besoins collectifs et des besoins industriels. Et ça nous a intéressé non seulement d'analyser des choses très concrètes, très techniques qu'on vit au quotidien, que ce soit le distributeur Enedis ou d'autres électriciens, mais aussi de remonter en fait aux sources des imaginaires et des utopies nécessaires, comme l'a dit le professeur François Caron en 1987, quand il a synthétisé le 4e colloque d'histoire de l'électricité en France, qui était dédié pour la première fois à l'électricité et ses consommateurs. Donc les utopies nécessaires, c'est des utopies d'amélioration, de bien-être collectif. Et donc ça nous a semblé intéressant, un peu audacieux même vu de certains dirigeants d'Enedis, mais après tout c'est aussi l'intérêt de la recherche et du mécénat, c'est de faire confiance aux acteurs académiques pour se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule utopie nécessaire et en quoi on peut en faire une forme d'histoire et considérer aussi les œuvres artistiques comme une source au sens historien, aussi importante, voire plus intéressante selon les époques que des témoignages ou de la vulgarisation scientifique. Il y a des rôles très complémentaires, on pourra peut-être y revenir sur ces aspects de différentes littératures, parce que je sais que c'est un point qui te tient aussi à cœur, Natacha. Voilà, et juste pour faire le lien avec Flavien, en fait on a donc la chaire, c'est quoi? C'est un outil de recherche-action, de formation des étudiants, contributeurs et chercheurs. Et donc Flavien est notre 2e étudiant, enfin maintenant il est diplômé, mais quand il a commencé à travailler dans la chaire, il était étudiant. On a un premier étudiant qui est allé chercher comment est-ce que l'énergie était représentée dans différentes œuvres de science-fiction, et en particulier, alors lui il était fan de Star Wars, donc on s'est concentré là-dessus, on ne peut pas tout
faut créer un corpus, comme les spécialistes le disent. Donc c'est concentré sur les représentations d'énergie, mais aussi avec un peu d'épaisseur. On avait profité d'ailleurs pour faire une table ronde sur la désirabilité des réseaux d'un point de vue civilisationnel au Bordeaux Geek Festival, complémentaire de ce que Natacha disait. Et donc Flavien, lui, il a travaillé non seulement sur les enjeux très matériels de prothèse électrique dans son mémoire de recherche en histoire, mais il a aussi une grande culture sur les enjeux aussi de valeur, de transhumanisme ou pas. Et donc aujourd'hui, il va en dire un mot, évidemment, il travaille pour le compte de la chaire sur le jeu de rôle cyberpunk et son épaisseur historique avec la sortie du jeu vidéo pour le coup. Mais je vous laisse en dire un mot. Donc on va interroger non seulement des utopies constructives concrètes, mais aussi ce que ça peut engendrer comme dystopie pour évidemment avoir des idées de ce qu'on ne veut pas non plus. Voilà, je peux Alors Flavien, justement, pour faire le lien avec le festival et avec donc la science-fiction, moi ce que j'ai trouvé très très intéressant dans ce travail-là, c'est justement le lien à l'électricité, le lien à l'énergie, parce que très souvent la science-fiction, elle met en exergue, vous voyez, une très grande technologie, mais sans énergie, pas de technologie. Je veux dire, on tomberait très très vite dans la barbarie et dans l'apocalypse si nous n'avions plus de sources d'énergie, si nous n'avions plus de réseau, et d'ailleurs on le voit très très bien quand par exemple le réseau distribution d'énergie, et notamment d'énergie fossile, de l'essence, est coupé, toute notre civilisation est presque prête de tomber, de basculer dans la barbarie. Quand il y a de grandes tempêtes, et nous allons avoir avec les changements climatiques des tempêtes, nous allons avoir des inondations, tout le réseau électrique est coupé et toute notre vie tient à justement ces réseaux électriques. Aujourd'hui, ce serait l'hôpital par exemple, toute notre civilisation tient au réseau électrique. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est plus qu'une utopie nécessaire, je pense. C'est vraiment une nécessité de travailler, de moderniser, de prévoir justement non seulement les sources d'énergie, mais aussi de travailler sur ces réseaux, parce que sans réseau, pas de téléphone, sans énergie, pas de téléphone, plus d'ordinateur, tout ce qui fait les fondements de notre monde. Donc Flavien, comment ça se passe en fait dans la science-fiction, justement, ces réseaux-là? Eh bien, dans la science-fiction, on a effectivement, ça dépend, on va dire, de chaque... Montez bien. Voilà. D'accord, voilà. Donc évidemment, dans la science-fiction, ça dépend d'une histoire à l'autre, ça dépend d'un univers à l'autre, mais bien entendu, l'énergie est soit présente en tant que personnage, je vais même dire, je vais prendre l'exemple de Star Trek, il y a des tas d'histoires qui se passent autour du dilithium. Par exemple, là évidemment on est dans plus du space opéra, mais enfin ça reste quand même de la science-fiction. L'accès à l'énergie qui joue beaucoup aussi sur les aspects cyberpunk, puisque si effectivement l'électricité de base peut être fournie, le manque de ressources est quelque chose d'omniprésent dans ce type de société. Il s'agit de sociétés dystopiques, donc forcément c'est souvent, pour ne pas dire toujours, des questions de les ressources étant finies, qui les possède et qui ne les a pas. Je voudrais ajouter à ça même on a des exemples, là aussi je vais plutôt aller dans le domaine du space opéra, mais qui reste, je pense, tout à fait cohérent et logique pour ce genre de choses. Le reboot de Battlestar Galactica, la série télé donc au début des années 2000, prenait donc une bande de colons survivants d'une attaque de robots appelés Cylons, et qui essayait de trouver une terre d'accueil. Dans la mesure où cette attaque n'était bien entendu totalement une surprise et qu'ils se retrouvent donc avec une toute petite flotte, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes au quotidien. Et parmi ces problèmes, bien entendu, le rationnement de l'énergie. Ou comment récupérer de l'énergie. Voilà, donc ça fait partie évidemment des choses qui sont très présentes dans la science-fiction. On a d'autres choses qui sont plus cachées, on va dire. C'est effectivement, par exemple, comment fonctionne un bras cybernétique. Souvent, on s'en fiche, la plupart du temps. Pourtant, c'est une vraie question.
Surtout quand on prend un membre qui est censé être greffé au corps, et bien dans ce cas-là, il est rarement question de batterie. Après, certaines questions de cet ordre peuvent être répondues d'une façon ou d'une autre. Par exemple, le jeu de rôle Shadowrun répondait à une partie de ces questions avec, avec les technologies d'induction. Parce que, évidemment, il y a un jeu entre la science et la science-fiction, donc d'aller-retour, de recherche et de découverte. Autant la SF inspire les chercheurs actuels, autant les chercheurs actuels rendent possible l'anticipation de la SF. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins répondu à votre question vis-à-vis de ça. Je voudrais ajouter aussi une petite chose, qui est que souvent on se demande à quoi est-ce que ça peut servir, ou comment est-ce que, en quoi est-ce que la science-fiction ou la fiction en général peut avoir du sens en science. Je crois que ça je viens d'y répondre plus ou moins, ou en histoire. Là je voudrais quand même signaler que l'histoire est un objet social parmi d'autres, que la fiction est quelque chose qui peut se retrouver partout dans notre monde, parce que nous sommes des créatures fictionnelles, nous réfléchissons par l'imaginaire, et ça c'est pour ainsi dire de tout temps, il suffit de regarder la place qu'avait la mythologie, et qu'il y a encore la mythologie sur certains aspects, ou comment cette mythologie a évolué avec le temps. Mais de la même façon, si on doit prendre simplement un aspect sur à quel point est-ce que cette fiction peut être réelle, j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est pas forcément nécessaire, mais je voudrais rappeler que H.G. Wells en son temps a fait un canular radiophonique sur une invasion extraterrestre qui a terrifié les Américains. Orson Welles. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais qui effectivement, oui, c'est ça. Mais qui effectivement avait à l'époque terrifié les auditeurs. Donc la fiction n'est pas si loin de notre réflexion et des approches scientifiques et historiques. Oui, bien sûr. Cyril, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste compléter sur le fait que dans ce qui intéresse la chaire et du coup ses partenaires, on va dire industriels, c'est comme vous l'avez très bien dit, dans l'organisation d'un festival, il faut des partenariats, différentes visions complémentaires, mais c'est vrai aussi dans le développement de la société. Et finalement, justement, même à travers le traitement historique du développement de l'électricité, les historiens, ils ont d'abord analysé les méthodes, les acteurs. Et il y a Fabienne Cardo notamment qui a fait des travaux très intéressants sur la vulgarisation de l'électricité avec le jeu des expositions universelles sur le merveilleux. Je sais que c'est un des mots-clés. Merveilleux scientifique dont nous avons parlé juste avant, à la table ronde. Voilà. Donc ça commence par ça, et il y a aussi un cheminement dans le temps long d'un effet d'émerveillement. C'est d'abord du luxe, si on veut aller dans le vocabulaire même un peu du commerce, puis après ça se démocratise, l'accès pour tous, voire ça devient un droit. Et on voit bien à travers le XXe siècle que l'électricité est passée de l'émerveillement à la banalité, voire à l'exigence à tout instant. Mais ce qui nous intéresse dans la chaire, c'est aussi la capacité, à travers les œuvres littéraires et les auteurs ou les artistes, quels que soient les médias, j'ai envie de dire, on voit bien aussi qu'il y a des vraies complémentarités aujourd'hui. Bon, il y a des logiques business derrière ça, mais c'est la capacité à pas seulement être sur une vision technique, mais une mise en espace, une mise en société. Et ça, il y a un talent aussi des artistes pour réussir à le faire. Ça donne à voir et ça inspire. Donc il y a, pour nous aujourd'hui, mais c'est peut-être un autre sujet encore, mais il y a ce qu'on observe qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Et après, on voit bien qu'on est un peu à un tournant avec l'évolution climatique, tu le disais. Donc comment on se projette, vers quoi on se projette et comment on se projette. Et là, Flavien a parlé du cyberpunk, c'est intéressant de voir qu'il y a eu tout un sous-genre littéraire sur le steampunk, donc le contexte du charbon, l'époque victorienne triomphante. Et en même temps, cet aspect dystopie, depuis quelques années, il y en a qui aimeraient aller sur du plus constructif, positif. Pour le peu que j'en ai compris, le solarpunk, c'est plutôt ça. Oui. C'est aussi des règles des règles du jeu créatives et des projections et des valeurs qui sont différentes. Donc ça, c'est tout à fait intéressant pour éclairer en complément des prospectivistes très sérieux qui font des équations technico-économiques. Voilà, il faut les deux, quoi. Voilà, alors ce que j'aime bien chez Cyril, et après je donne la parole de suite à Stéphanie, c'est qu'en fait il choisit des mots-clés. Alors, noter utopie nécessaire,
mise en société, donc qui nous disent que l'imaginaire en fait permet une mise en société de tout un tas de domaines. Je trouve que c'est vraiment une belle expression, Cyril. Merci. Stéphanie, complémentaire, parce qu'après j'avais une autre question à poser. Oui, c'est pour ça que je regardais mon mobile pour retrouver mes sources précises, non pas parce que j'étais parti ailleurs, quoique quand on aime la science-fiction, on part souvent ailleurs, mais c'était pas préparé d'avance, c'était simple. Le micro marche. Vous entendez bien dans la salle? Oui, c'est bon, ok. Ah, faut juste l'allumer peut-être. Ah, voilà. Tiens, j'ai dû appuyer dessus par mégarde, voilà. Oui, je cherchais la formulation exacte. On est en train de mettre en place un partenariat aussi avec des universités et avec une chaire aussi. Voilà, on n'a pas eu le temps encore d'en parler parce que c'est tout récent. On fait de toutes petites choses là pour cette édition d'octobre et on va démarrer de façon plus importante, y compris avec du soutien, y compris économique, d'entreprises associées à cette chaire. Donc en 2 mots pour vous situer les choses, et on n'est pas si loin, on devrait pouvoir en parler d'abord évidemment avec Natacha, mais ensuite avec vous je pense. C'est la chaire UNESCO Arts et Sciences de l'ICN Business School de Nancy et de l'Université de Lorraine. Donc évidemment, ça ouvre sur le milieu universitaire, le milieu étudiant, et aussi, bien évidemment, sur des entreprises partenaires de cette chaire. Entre autres, eux, ils travaillent sur la réflexion sur l'humanisation des organisations. Un beau programme, parce que c'est pas gagné d'avance, mais c'est passionnant. Et on retrouve aussi parfois les notions de cyberpunk, on retrouve toute une série de choses. Ça passionne les profs qui ont créé cette chaire, et c'est eux qui sont venus nous chercher. Quand même prendre contact et puis dire voilà, on a une idée, est-ce que ça vous intéresse, Stéphanie? Bon, maintenant ça y est, on se tutoie, on se connaît bien, mais vraiment c'est des gens passionnants, nous on est ravis. C'est-à-dire que ça c'est bien quand on a un grand festival, des fois les gens viennent vous voir, mais des fois même avant, coup de chance. Alors voilà, on a des choses qui se mettent en route, donc c'est exactement le même type de démarche. Comme quoi, quand on démarre un festival ou quand on a un festival qui veut encore se développer, même quand il approche de 50 000 visiteurs, on réfléchit à comment travailler avec d'autres. Et c'est ça, évidemment, qui est passionnant, à la fois pour développer un festival qui débute et à la fois pour amplifier, élargir et ouvrir, puisque c'est quand même le maître mot un petit peu de nos littératures, c'est réfléchir, c'est dialoguer et c'est s'ouvrir sur le futur et sur le monde d'aujourd'hui. C'est les deux, hein, évidemment. Et en conclusion, je dirais que ça n'est pas de trop par les temps qui courent et la zémorisation des esprits. Voilà. Oui, c'est bon. Merci Stéphanie. Oui, alors ça c'est, je pense que vous avez bien compris que le festival Hypermonde, c'était aussi la possibilité. On est plusieurs universitaires, mais on est aussi des fans de SF. Hein, je vous rassure évidemment par rapport à ça, pour dire que notre festival c'est évidemment un festival de divertissement aussi. Mais le fait d'avoir des universitaires et le fait d'avoir des universités partenaires, la grande idée en fait de tout ça, c'est qu'on arrive à faire un pont entre la créativité donc des auteurs, la créativité aussi donc des citoyens et les universités, parce que les universités, si vous voulez, la créativité des auteurs, c'est la mise en forme finalement de société, la mise en forme peut-être d'utopie. Et je sais qu'aujourd'hui, vous verrez, on en discutera dans une autre table ronde, je crois cet après-midi, justement sur les utopies et sur peut-être une future thématique donc, de notre festival. Et je crois que cette réunion, si vous voulez, entre finalement la réflexion académique et la réflexion créative sans normes finalement des citoyens donc, et des créateurs présents ici, eh bien ça crée une sorte de synergie pour que justement peut-être eh bien, se créent des idées, se créent des modèles. Et on en a effectivement bien besoin. Et je crois que les festivals, c'est ce lieu d'échange qui est vraiment tout à fait extraordinaire. Et vraiment, alors nous évidemment, nous sommes un festival débutant, mais les grands festivals que sont les Imaginales par exemple et les Utopiales ne s'y sont pas trompés. Et justement Stéphanie, est-ce qu'aux Imaginales il y a cette dimension universitaire, puisque on a créé, vous avez créé donc un colloque universitaire avec des sujets, vous allez voir, absolument passionnants. Oui, alors, bon, moins sur le côté scientifique au départ, mais ça y est, on a mis un pôle science aux Imaginales. Je l'avais expliqué pour des raisons y compris de profilage, entre guillemets. Et puis c'est de la fantaisie. Voilà, c'est un festival en tout cas à dominante fantaisie, voilà. Mais on va renforcer, en
tout cas c'est ce que j'ai proposé et qui visiblement est accepté, enfin confiance sur la programmation, de renforcer la partie science-fiction, parce que vous l'avez peut-être pas tous vu, mais la fantasy s'est installée maintenant dans le paysage, c'est une littérature arrivée à maturité, comme je le disais récemment dans un dossier d'Historia, j'ai été interviewé par Lloyd Cherry qui a fait ce dossier-là. C'est une littérature arrivée à maturité, maintenant on retraduit les grandes œuvres, on refait les traductions qui avaient été faites un peu légèrement, comme le roman policier l'a fait, dès qu'une littérature commence. Et la science-fiction qui a d'autres problématiques. Je dirais que la fantasy, c'est souvent sur des questions d'individus, même si ça touche à des sociétés. Les grandes questions, la violence, la paix, la guerre, etc. La science-fiction, elle part plus des organisations, elle part plus, même s'il y a bien sûr de l'humain, et qu'entre autres, moi j'avoue que dans la collection que j'ai créée de Space Opera, de Planète Opéra pour Scrineo, où on aura bientôt Florian Soulas, là, le 14 octobre, et ensuite, au début de l'année prochaine, un roman, un Space Opéra de Pierre Bordage, avec pour la première fois une rencontre avec des extraterrestres qu'il n'avait pas dans son œuvre. Donc, voilà. par un Ben voilà, c'est pour ça que je le cite. Vous voyez, bon, voilà, c'est pas par hasard si on est aussi un peu sur les mêmes choses. Et donc, on voudrait renforcer le pôle science-fiction parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles et de romans de science-fiction français et américains, vraiment de qualité, à la fois d'aventure mais aussi de réflexion. Parfois les deux sont mêlés et je pense qu'on a vraiment des possibilités. Alors sur les colloques, nous évidemment on l'a fait sur la fantasy, puisque je pense que vous allez plutôt le faire sur la science-fiction, mais on a créé avec l'aide d'ActuSF, qui est un très bon éditeur indépendant de science-fiction et de fantasy, on a mis en place avec Anne Besson, qui est une aujourd'hui, avec le travail de recherche que quelques autres et toi-même vous faites, avec toute une jeune génération de doctorants qui deviennent maîtres de conf, qui travaillent dans aussi un certain nombre de domaines en liaison avec les universités. Il y a c'était quelques chercheurs il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, ça fleurit partout, quoi. Vraiment, ça y est. En gros, cette bataille, ça a été une bataille féroce contre l'establishment culturel. Elle est gagnée. Il y a des vieux qui grognent encore, des gens de ma génération, mais globalement, elle est culturellement gagnée, cette bataille. C'est, voilà, eux, ils sont rentrés dans la défaite maintenant, c'est-à-dire le refus de dialoguer avec des différentes littératures. Et ça, aujourd'hui, qu'on soit au cœur de l'université, pour ces vieux ringards, il faut dire les choses comme elles sont, c'est insupportable, parce que toute une série d'auteurs dits de littérature générale, en France comme à l'étranger, intègrent aujourd'hui les problématiques de la science-fiction. Un récent Goncourt l'a démontré, et voilà. Donc, nous, on a fait un colloque universitaire de haut niveau, donc dirigé entre autres par Anne Besson, où tu es aussi évidemment associé, et on a commencé par la fantaisie et l'histoire. Donc un vrai sujet aujourd'hui, la question de l'histoire, y compris comment on raconte l'histoire. Pétain, grand défenseur des Juifs, dirait l'autre facho. Donc, à un moment donné, il faut aussi être capable de penser ces questions-là. Il faut être capable de dire, non, l'histoire, ce n'est pas n'importe quoi. L'histoire, c'est bien sûr des visions, des interprétations, mais c'est aussi des faits, même s'ils dérangent parfois les uns et les autres. Et la fantaisie nous montre un peu ces questions-là. De façon évidemment mythologique et mythique, elle nous montre comment des textes de fantaisie posent les grandes problématiques du rapport des êtres humains à l'histoire. C'est pas la même problématique qu'en SF, parce qu'il y a aussi un rapport à l'histoire, on venait d'en parler. Et pour finir là-dessus, donc on sort ensuite tous les 2 ans, on fait un colloque tous les 2 ans, et l'année entre les deux, on prépare le colloque suivant, on fait des actes du colloque, et c'est diffusé dans le circuit ActuSF, plus les universités. Du coup, on fait des scores qui approchent des 700-800 000 exemplaires, ce qui pour des actes de colloque est pas habituel, les chercheurs ne me démentiront pas. Et là, on vient de faire, ça va sortir dans quelques jours, les actes du colloque Game of Thrones. On les a fait en ligne, malheureusement, puisqu'on n'a pas pu se réunir à cause du Covid à cette époque, mais les actes vont être bien papier, et c'est donc le 2e volume de ces actes sur Game of Thrones, et évidemment ce que ça dit de l'impact aussi sur les écrivains d'aujourd'hui. Et on est en train, mais je ne peux pas encore vous le donner parce qu'on doit le faire ratifier, j'en ai parlé il y a 2 jours avec Anne Besson et il faut qu'on en parle ensemble. On va trouver le thème pour mai 2022, le 3e thème, et donc en 2023 on aura les actes de colloque et on est parti pour, bien au-delà de ma mort, j'espère continuer à publier tous ces actes et tout. Non, voilà, on travaille encore là, Stéphanie. Pour quelques années. De toute façon, je pense qu'on va enregistrer ton cerveau et puis on te mettra dans un autre corps. On va voir ça avec nos amis scientifiques. Moi, surtout mes connaissances, le reste du cerveau, je ne vais pas rentrer. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si vous mesurez quand même la distance et tout ce que nous avons pu faire grâce notamment à des chaires de recherche comme ça, mais faire un colloque sur Game of Thrones, c'est quand même un objet de culture totalement contemporain.
donc que les chercheurs soient capables de travailler sur à la fois une littérature contemporaine et je dirais son adaptation donc en série, en récit sériel, donc totalement contemporain, sans la distance historique, donc c'est quand même un tour de force. Et puis le sujet, c'est-à-dire que voilà, on prend une série populaire de fantasy sur lequel donc nos jeunes chercheurs vont travailler. Il y a des problèmes d'adaptation, il y a des problèmes de traduction. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer que là, actuellement, vraiment les objets culturels sont complètement en train de changer. Alors juste un mot pour les imaginales avant que je termine avec la Cherizette et ensuite passer éventuellement la parole au public si vous avez des questions sur ces sujets-là. Donc Stéphanie, l'année prochaine, on va faire un grand partenariat entre les Imaginales et Hypermonde, et on peut l'annoncer dès maintenant, puisque ce sera une exposition. Oui, on va donc avec toute l'équipe des Imaginales travailler là-dessus. Il est même possible, mais là il est trop tôt pour l'annoncer en public, qu'on travaille avec d'autres encore, c'est-à-dire qu'on renforce autour de ce partenariat un peu en binôme, qu'on associe d'autres festivals qui ont les mêmes problématiques. C'est un peu comme, vous savez, quand il y a des restaurants, il y en a plusieurs qui se mettent ensemble dans la rue, ils ne sont pas en concurrence, c'est attractif. Ben nous, c'est un peu la même idée, même si on n'est pas dans la même rue, puisqu'on n'est pas dans les mêmes villes, c'est l'idée de travailler en réseau, c'est attractif, c'est-à-dire qu'on ne va pas se piquer nos publics, la plupart des gens vont venir soit à Bordeaux, soit à Épinal, soit ailleurs, mais certains d'entre eux, quand ils sont vraiment passionnés, quand ils prennent du temps pour ça, ils vont venir s'installer, les uns à Bordeaux sur l'agglomération, et puis donc ici, et puis nous, Épinal et en Lorraine, l'idée c'est aussi ça. C'est de travailler en commun et c'est d'avoir des dynamiques, c'est de voir comment on échange. Je disais tout à l'heure, je suis anthologiste. Je fais des anthologies, là c'était le bicentenaire de Napoléon. Alors, je le cache pas, ma préface le dit, je suis pas une fan vraiment de Napoléon. Sexiste, raciste, militariste, c'est pas mon truc. Sauf que c'est passionnant. C'est passionnant, y compris parce que plein d'hommes politiques aujourd'hui sont politiquement des bonapartistes. C'est-à-dire qu'ils ont une vision autoritaire de l'État, et je ne vais pas en nommer parce que ce n'est pas le sujet ici, mais donc ça influence toujours 2 siècles après, et donc c'était passionnant de faire des uchronies. Et vous voyez un Napoléon qui lutte contre le racisme, c'est marrant. Vous voyez un Napoléon qui s'interroge après Eylau, cette bataille boucherie, ni gagnée ni perdue. Il s'interroge sur est-ce qu'il ne faut pas rétablir la paix en Europe. Bref, à partir de là, c'est aussi une façon de juger Napoléon, de l'interroger, et de se poser des questions sur les hommes, est-ce qu'ils sont acteurs de leur politique? Bon, en gros, c'était jeter l'avance, et à un moment donné, Napoléon rate tout. C'est pas lui, c'est un autre général. Bon, j'arrête là-dessus. Mais cette idée-là, c'est de faire des entos à partir d'actualités. J'en prépare une pour 2024 sur la question du sport. Les Jeux Olympiques, on va faire un truc anti-sport sur le dopage du futur, sur plein de choses. Ça peut être marrant. Et puis, on peut aussi avoir des idées d'anthologie. J'ai un projet avec nos amis justement de la chaire UNESCO, parce qu'on a aussi les moyens de payer mieux que dans notre petite économie parfois, en travaillant avec des entreprises qui voient un intérêt à cette réflexion, à ces échanges. Et bien aussi, on peut développer des budgets, on peut développer des ouvertures vers des publics plus larges et faire en sorte que nos littératures se développent et touchent des publics, de faire en sorte aussi qu'on ait des formations qui puissent mêler des artistes et des scientifiques. Je pense que toutes ces idées-là, il y a une partie dont on a déjà parlé avec Natacha, sont dans l'air du temps et c'est ça qu'on a envie de faire. Merci Stéphanie. Alors Cyril, pour clore notre présentation de cette table ronde, qu'est-ce qui vous a plu en fait dans le partenariat avec le BGF, le club Arthur Dent notamment, donc le BGF, le Bordeaux Geek Festival, qui est aussi d'ailleurs partenaire d'Hypermonde en termes de communication. Puis on va souvent, notre équipe va faire souvent donc des conférences pour le BGF, plutôt donc au mois de juin, et puis donc le festival Hypermonde. Alors, je dirais que de manière complémentaire à la question de l'implantation de l'énergie, il y a une formule, là, en termes de mots-clés, que Roland Leheucq a employée en 2019 là, dans son université éphémère sur l'énergie, de fonctionnement pensable de ce qu'est représenté. Alors, faire quelques calculs pour ceux qui apprécient ça sur les forces gravitationnelles, etc. Bon. Mais au-delà de ça, ce qui me semble très intéressant dans la relation avec des acteurs organisateurs de festivals, Hypermonde, Bordeaux Geek, mais aussi peut-être demain Imaginal, c'est de donner accès aussi. Enfin, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la question du style. Il y a beaucoup de gens qui veulent raconter des histoires. On a un de
étudiants-chercheurs qui avaient fait son mémoire d'histoire sur l'archéologie du concept de transition énergétique. Parce que ça paraît une évidence aujourd'hui, tout le monde avait plein la bouche depuis 2015, mais il y a une histoire aussi des valeurs. Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est politique en écologie? Dans quel pays est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé, qui ont écrit Voilà, les luttes d'énonciation, on voit bien que au-delà du sujet du réseau, mais c'est un des thèmes, hein, la transition énergétique, c'est comment est-ce qu'on va arriver à énoncer correctement et de manière désirable, sans être dans la mièvrerie. Et je pense que là, les scientifiques, les dirigeants, que ce soit politiques ou d'entreprises, ils ont plein de bonnes idées à aller chercher, au-delà de la communication institutionnelle, la captologie, les méthodes marketing, un peu, je dirais, trop intéressées au mauvais sens du terme. Là, on a parlé d'imaginaire collectif et d'enjeux citoyens. Je pense que ça, c'est un des mots-clés aussi, évidemment, pour le festival. Hein. Je pense que pour les entreprises partenaires, alors mécènes ou partenaires directs, il y a différents formats, des chaires ou d'autres structures et de festivals. Il y a des bonnes idées, et il y a aussi s'intéresser en termes de génération, ça c'est une deuxième grande idée, aux gens qui sont passionnés de science-fiction, de littérature ou de différents types de médias, s'intéresser à eux aussi comme potentiels contributeurs à leurs entreprises. Je sais qu'il y a des grands enjeux pour les grandes entreprises qui ont de moins en moins la cote, hein, c'est plus le partenariat, c'est le start-up, la créativité, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat qui est une forme intermédiaire vue des grands, mais pour attirer aussi des gens qui sont créatifs et qui ont des compétences dans différents domaines, et on voit bien, on n'a pas le temps d'aller dans le détail des sciences, information, communication, mais c'est très complémentaire, des formations en sciences dures, j'aime pas cette formule, mais aussi en sciences humaines, il faut la complémentarité de ces différentes sciences. Donc c'est une source aussi de compétences et de valeurs et de plaisir, parce que ça, je vais plutôt finir là-dessus quand même, c'est que oui, c'est de la passion et c'est du partage. Voilà. Eh bien, nous terminerons, Cyril, sur ces deux beaux mots, donc passion et partage, qui, je pense, définissent parfaitement, justement, le dialogue que nous avons eu ce matin sur cette table ronde. Donc, merci Stéphanie, merci Cyril, merci Flavien de votre présence, de votre soutien pour le festival Hypermonde. Et donc, eh bien, nous allons maintenant nous arrêter. C'est la pause de 13h à 14h, parce qu'il faut aussi que nous mangions. Voilà, mais je pense que nos libraires et nos éditeurs donc, restent quand même sur place, donc n'hésitez pas à aller les retrouver en attendant de retrouver la programmation donc à 14h. Voilà, merci de votre présence. Pardon, je ne sais pas vous dire, il y avait des questions, excusez-moi, j'ai oublié les questions. Il y avait des questions ou pas? Non. J'en avais une, mais... Oui, mais si, monsieur. Elle a été répondue en fait avec la dernière intervention. Donc, bon, voilà. eh ben, très bien. Ben, écoutez, merci de votre présence en tout cas. Et puis, au plaisir de vous retrouver cet après-midi sur d'autres tables rondes. Merci beaucoup. Au revoir. Ça ne savait pas qu'on avait ce type de lien, ça y est. Donc, on va développer ça. Je vais rencontrer les entreprises, mais c'est pas du tout ma culture initiale. Mais ça me passionne. Je pense que je n'avais pas dû le dire, c'était pas trop court, mais au début de la charte